dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème de ce soir, c'est celui de la mobilité, un thème que nous avons traité récemment dans l'émission avec Florent Roulet, qui est partenaire chez Bryan Garnier et responsable de l'analyse de ce thème de la mobilité. L'idée étant de savoir si les acteurs de la mobilité urbaine, de la mobilité douce, des nouvelles mobilités, est-ce que ces acteurs entrent dans une phase différente de leur histoire, à savoir l'âge de la rentabilité. Écoutez les réponses que nous apportait à ce sujet Florent Roulet, donc partenaire chez Bryan Garnier. Déjà, on inclut les VTC, tous les Uber, Bolt, qui sont assez connus et compris. Et moi, ce que j'ai voulu de plus en plus inclure, c'est la mobilité partagée. C'est les acteurs, soit de la voiture partagée, de l'autopartage, les get-around que les gens utilisent peut-être, mais c'est aussi tout ce qui est vélo partagé. À Paris, on est habitué à Vélib, à Lime, Dot, Voi, qui sont des acteurs un peu pan-européens. Également aux scooters partagés. On était tous habitués à Paris avec avoir des city scoots, mais malheureusement, ils ont fait faillite et c'est un peu le thème de notre discussion. Et de plus en plus, il y a des acteurs qui émergent, comme Cooltra des Espagnols, Yego des Espagnols également. Donc tout ça, c'est un écosystème d'acteurs, soit de la micromobilité, soit de la mobilité partagée, qui ont émergé dans les 5-10 dernières années et qui arrivent un peu à la prochaine étape. Oui, c'est ça. Alors, avant de parler de la prochaine étape, qu'est-ce qui s'est passé là depuis 2-3 ans, j'allais dire, pendant ces années Covid, post-Covid? Parce que vous citiez l'exemple, effectivement, de City Scoot à Paris. On a l'impression qu'on sort de plusieurs années. Alors, de mobility bashing peut-être, de défiance des investisseurs, du capital risque, du capital investissement vis-à-vis de ces entreprises. Alors peut-être qu'on leur a pas laissé leur chance ou qu'on leur a laissé trop peu de temps pour faire leurs preuves. En tout cas, le fait est qu'il y a eu un divorce quand même entre les investisseurs et ces acteurs, au moins sur ces dernières années. Je dirais que le Covid a été un élément marquant parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements faits avant le Covid. Malgré le bashing, on avait tous tendance à critiquer les trottinettes sur les trottoirs. Mais le Covid a été un élément un peu de blocage pour la plupart d'entre elles parce que pendant 1 an, 2 ans, on n'a pas pu bouger. Donc ils ont tous eu un chiffre d'affaires de 0 pendant 2 ans. Au moment où on est sorti du Covid, tout le monde voulait prendre des modes de transport verts. Malheureusement, ces acteurs-là, ils avaient tellement souffert pendant le Covid qu'ils ont eu du mal à redémarrer. Et au moment où vous étiez en train de redémarrer, a commencé la guerre en Ukraine. Et là, les investisseurs, à peu près tous les investisseurs ont commencé à dire on investit dans la mobilité. C'est un thème sur la technologie en général, pas uniquement dans la mobilité, mais étant donné que ces acteurs-là n'avaient pas réussi à démontrer leur modèle économique, ils ont été ceux qui ont souffert parmi les plus parce qu'ils n'arrivaient pas à justifier un autre tour de table. Et ce qui s'est passé, c'est que la plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux, je dirais, ont malheureusement mis la clé sous la porte. C'est City Scoot, c'est d'autres qui ont été obligés de se vendre un peu à la casse et de trouver des solutions assez rapidement. Beaucoup d'entre eux, mais pas tous. C'est là où le nouveau chapitre commence peut-être aujourd'hui, Florent. Du point de vue du marché, comment est-ce que ce marché s'est rationalisé? Comment est-ce qu'il s'est recomposé? Il y a eu effectivement sur le côté de la route, il y a eu des cadavres, pour dire les choses trivialement, mais il y a eu aussi, j'imagine, des restructurations, une recomposition au sein des différents acteurs. Quel est l'état des lieux qu'on peut dresser aujourd'hui? Déjà, je vais juste donner un chiffre pour qu'on soit clair sur de quoi on parle. On parle d'une industrie qui aujourd'hui fait 300 milliards de dollars dans le monde. L'Europe a à peu près 25% sur ça. D'accord. Qui va tripler sur les 10 prochaines années. D'accord. Donc, et ça, c'est des chiffres. Donc, c'est 1 trillion à l'arrivée, quoi. C'est 1 trilliard à l'arrivée, D'accord. Ça, c'est les chiffres que nous donne Oliver Wyman, donc un cabinet quand même qui sait de quoi il parle. Donc, ça va tripler à l'arrivée. 1 trilliard, donc 25% en Europe, c'est ça qu'on vise, avec tous les éléments qu'on a discutés ensemble. Ce qui s'est passé, c'est que la plupart ont dû rationaliser leurs ambitions. Peut-être qu'ils voulaient tous ouvrir dans des bureaux partout dans le monde et finalement ils se sont recentrés sur là où ça marchait. Ils ont coupé les coûts, comme la plupart des startups. Et finalement, ceux qui avaient réussi la meilleure exécution ont survécu. Et c'est ceux-là, pour moi, qui sont intéressants aujourd'hui. Déjà en tant que banquier d'affaires, parce que je vais pouvoir travailler avec eux. Et du coup, il émerge ce qu'on appelle des catégories winners, des gens qui vraiment ont réussi à prouver leur modèle économique et qui sont capables de faire d'autres choses maintenant. On parle de qui, par exemple, Florent? Le plus gros, je dirais, que les gens connaissent, c'est Bolt, je pense, les Estoniens, qui au début étaient partis sur le VTC et qui se sont un peu étendus sur la livraison de nourriture, mais aussi sur la micromobilité. Et c'est des gens qui réfléchissent à l'introduction en bourse sur 2025. Donc ils sont arrivés à la taille critique qui fait qu'ils sont rentables,
ils ont grossi et ils sont capables d'arriver sur les marchés publics. Et alors, c'est quoi la stratégie justement de ces catégories winners, comme vous dites, Florence? Maintenant qu'ils ont survécu à tout ce qui s'est passé, qu'ils sont peut-être plus forts aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a quelques années, c'est quoi la stratégie de ces acteurs de la mobilité maintenant? La stratégie pour eux, c'est de continuer à être rentable. C'est vraiment ça. D'accord. Pour moi, la On rentabilité. sacrifiera plus la rentabilité. Exactement. On peut plus. On peut plus parce que les investisseurs ne nous suivront pas. C'est des acteurs il faut aussi réfléchir, c'est des véhicules, c'est des vélos, c'est des trottinettes, c'est des voitures. On va avoir besoin de renouveler leur flotte. Aujourd'hui, ils peuvent commencer, Bolt l'a fait, Voi, qui fait de la micromobilité, qui sont des Suédois, ont commencé à pouvoir émettre de la dette pour financer leur renouvellement de leur flotte. Donc tout ça, pour moi, c'est des signes positifs parce que ça veut dire que c'est des acteurs qui sont plus des startups, qui sont vraiment des business établis. Des boîtes normales, quoi. Exactement. Ça devient des boîtes normales avec des accès à des capitaux, alors normaux, il n'y a pas de capitaux normaux ou anormaux, mais en tout cas une autre catégorie d'investisseurs et de capitaux pour se développer. Justement, je pense qu'au début, c'était beaucoup financé par des fonds de capital risque. Bien sûr. Et là, de plus en plus, moi, j'ai des appels entrants de fonds de private equity qui veulent boire des boîtes rentables, qui me demandent, qui m'interrogent sur quels sont les modèles économiques qui fonctionnent. Et on voit de plus en plus de transactions sur le private equity, des fonds qui veulent rentrer, qui permettent à ces boîtes de grossir. Ça passera également par une phase de consolidation, c'est-à-dire qu'il y aura des plus petits acteurs qui viendront se faire acheter par ces plus gros catégories winners. La stratégie de services additionnels, c'est quelque chose qui fonctionne aussi, au-delà du développement du cœur business sur des marchés géographiques. Vous avez cité l'exemple de Bolt. Alors, c'est de la livraison aussi de repas, de nourriture, comme Uber, évidemment. On a l'exemple Uber en tête. D'accord. Mais ça, c'est de la diversification ou ça devient du core business pour eux? Au début, ça peut aller au-delà en termes de diversification? Au début, c'est la diversification. Mais petit à petit, ça devient vraiment des lignes de business à part entière. Et on peut imaginer d'autres types de services. Ils réfléchissent à d'autres types de services. Ils réfléchissent tous. Si vous prenez genre Voi par exemple, que j'aime bien, et de plus en plus vocal sur, ils rajouteront de certains véhicules dans leur offre de services. Ils feront des services plus des apps pour aider les gens de plus en plus. Donc tous ont vocation à étendre au-delà de leur métier de base. Qu'est-ce que ça implique, encore une fois, pour ce marché et ces acteurs? C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui on a le bon nombre d'acteurs par rapport à la taille du marché? Est-ce qu'il faut de plus gros acteurs encore et peut-être moins d'acteurs? Enfin, comment le marché va évoluer vers ce trillion ou ce trilliard de dollars de taille? Partagé sur la micromobilité, en fait, la réponse, elle se pose presque dans les villes où elles sont. D'accord. On est la ville de Paris. Sur chacun des appels d'offres, ils veulent 3 acteurs. Il y en avait 3 sur les scooters électriques. Malheureusement, il y a CityScoot qui a fait faillite. Là, ils vont lancer un appel d'offres sur les vélos partagés, en plus de Vélib, où ils sont prêts à en avoir 3. Je pense que 2 ou 3 est le bon nombre. C'est un peu le standard pour des villes de la taille de Paris aujourd'hui, une capitale européenne standard, quoi. Je vois ça à Londres, je vois ça à Stockholm. C'est vraiment le standard. 2-3 acteurs. Et pour moi, c'est ça qui va rester. D'accord. Mais ça se joue par ville. Ça se joue par. C'est pas les 3 mêmes acteurs qui vont remporter l'ensemble des capitales européennes à la fin de l'histoire. À la fin de la cible. D'accord. Justement, ceux qui ont réussi à gagner une ville majeure, c'est eux qui gagnent les autres. D'accord. Et c'est là que la consolidation arrive, parce que potentiellement vous rachetez une société parce qu'elle a gagné. J'entends. Donc c'est un peu ça. Moi, je pense qu'à la fin, c'est comme ça que ça va se passer. 3 grands acteurs. Et c'est ce qu'ils disent également dans leur communication. La consolidation, là, elle se passe actuellement. Bon. Et je suis un peu inquiet pour les plus petits acteurs qui auront du mal potentiellement à grossir. Du coup, les investisseurs sont un peu rassurés, là? Ils reviennent? Alors, c'est d'autres investisseurs qui arrivent aujourd'hui pour accompagner ces boîtes? C'est ce que j'appelle le recyclage des retours sur investissement. Il y a besoin qu'il y ait des succès, il y a besoin que des IPO, il y a besoin que des fonds de private equity qui viennent apporter de l'argent et prouver que c'était un bon investissement peut-être qu'il y a 10 ans. Et donc ça, oui, pour moi, c'est positif. Et la bourse, vous citiez l'exemple de Bolt, oui, la bourse a un rôle à jouer, j'allais dire, dans le financement et l'accompagnement du financement de ces entreprises de mobilité? Je pense oui, parce que Parce qu'on a l'exemple d'Uber, bon, je sais, j'ai pas regardé là spécifiquement, mais Uber, c'est un peu vieux, même peut-être de ce point de vue-là. Les Américains ont été les premiers à se lancer. Après, sur la bourse, il y a une vague de SPAC. C'est ça. Qui ont un peu terni le marché parce que c'était des boîtes qui n'étaient pas prêtes à être en bourse. Je pense que là, la prochaine génération, Bolt sera le premier en 2025. J'ai plusieurs discussions avec des gens qui me disent en 2026-2027, ce sera des business plus établis. Et donc, je suis plus confiant sur leur capacité à grossir en bourse et à continuer à se financer.
Ouais. Il y a une partie du marché de la mobilité qu'on n'a pas évoqué avec vous, Florent, mais on le fait avec certains de vos confrères. Paul Defroment, notamment, chez Bryan Garnier, qui est venu nous parler du marché, de la composition de ce marché des bornes de recharge électrique. Ça aussi, ça fait partie pour vous de l'univers de la mobilité. Pour moi, ça fait partie, et c'est compris dans les 1 milliard, justement. Ouais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des partenariats entre ces acteurs. Ce n'est pas deux univers qui ne se parlent pas. Il y a un partenariat entre Bolt et Electra, parce que les VTC de Bolt doivent recharger leur voiture électrique, leur Tesla ou équivalent. C'est par ces acteurs de la mobilité que le déploiement des réseaux de charge va se faire également. Ça va le faciliter. Ce n'est pas uniquement par eux, mais ça va le faciliter. Je pense que la différence peut-être entre les acteurs des bornes de recharge, c'est que leurs investisseurs, ça a été très vite des fonds d'infrastructure. Oui. Alors que peut-être les services de mobilité ont plus été dans une optique VC, capital risque. Ouais. Mais tout se retrouve. Le thème de la mobilité, des mobilités que nous explorions dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse il y a quelques temps à peine avec Florent Roulet, partenaire chez Bryan Garnier, en charge de l'analyse de ce thème de la mobilité. Voilà donc pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme le reste de l'émission, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Smart Bourse revient demain bien sûr en direct à 17h sur Bismart for Change.